Bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Pâte Blanche et ceci est la leçon numéro 3 de mon cours de peinture Apprendre à peindre pour tous. Dans la leçon 2, je vous ai promis qu'on va rajouter de la couleur à notre image que nous avons fait en noir et blanc. Eh bien, avant de pouvoir faire ça, il est vraiment important de se mettre d'accord comment est-ce qu'on va décrire les couleurs. Et ceci sera la partie théorique de cette leçon. Et ensuite, nous allons faire un exercice pratique avec l'image de la leçon numéro 2. Si vous l'avez gardé, parfait. On va continuer avec. Si vous ne l'avez pas encore faite, je vous invite à regarder la leçon 2 ainsi qu'également la leçon 1 pour réaliser cette image, ce croquis. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de décrire les couleurs? Alors, tout le monde aime les couleurs. Surtout quand on peint, c'est vraiment, on passe beaucoup de temps à réfléchir aux couleurs. Eh bien, il est important de s'aligner sur la façon de décrire les couleurs pour avoir un langage commun. Et je vous assure que si vous étudiez un petit peu la question, en fait, ça devient très vite, très compliqué, très confus. Il y a plein de termes qui vont dans tous les sens et on n'est pas toujours clair sur est-ce qu'on parle de la même chose ou pas. Alors, tout d'abord, la couleur est décrite avec 3 composantes, 3 attributs principaux, plus une que je vous recommande vraiment d'intégrer dans votre vocabulaire, sans quoi je trouve que la description d'une couleur n'est pas complète. Eh bien, le premier point pour décrire une couleur, c'est la teinte. En anglais, c'est tint. Alors, ou alors hue aussi. Alors, quand on est enfant, c'est ce qu'on apprend en premier. On apprend à distinguer le bleu et le vert et le rouge. Voilà, ça c'est la teinte. Une couleur est plutôt rougeâtre ou plutôt bleuâtre ou plutôt verdâtre. C'est comme ça qu'on va se référer à ça. Deuxième dimension pour décrire une couleur, c'est la valeur chromatique ou simplement la valeur, qui va décrire le degré de foncé d'une couleur ou clarté. Des fois, vous allez aussi entendre peut-être le terme de luminosité ou clair ou foncé pour les couleurs. Là, j'ai un exemple de bleu. J'ai pris pour cet exercice simplement des stylos feutres. C'est plus simple que de mélanger de la peinture et ça va plus vite. Vous voyez ici, on a un bleu plus clair, un bleu plus foncé. Donc là, on est dans la teinte bleue et une différence de valeur. Je peux faire la même chose avec le vert, plus clair, plus foncé, pour la valeur, en restant dans la teinte verte. Et bien sûr, la même chose avec du rouge. Et ceci m'amène à la troisième terme de description de la couleur, qui est la saturation. Et moi, je vais utiliser ce terme-là parce que c'est un terme que j'utilise aussi, qui est utilisé aussi dans la photographie. Mais vous allez entendre peut-être aussi chrominance, pureté, intensité et en anglais chroma. Donc ne soyez pas étonnés, il y a vraiment tout un cocktail de termes qui en fait désignent la même chose. Et en fait, c'est la pureté ou l'intensité d'une couleur. Et on peut aussi entendre dire de couleur vive ou terne. Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est la saturation qu'on décrit. Je veux maintenant introduire cet outil qui est la roue de couleur. Alors, si vous voulez vous procurer exactement la même que j'ai là, vous trouvez le lien Amazon, qui est mon lien affilié. Ça ne va pas vous coûter 1 centime de plus, mais moi, je vais toucher une petite commission si vous utilisez le lien en bas de cette vidéo. Ça va me permettre de mettre un peu de beurre dans mes épinards verts. Donc voilà, merci à tous si vous le faites. Cet outil est très utile et on ne va pas se focaliser sur la partie du milieu ici. On va simplement regarder
ce qui se passe à l'extérieur de ces trous. Alors ces trous existent depuis très 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 longtemps et utilisés par les physiciens, les chimistes et par les peintres. Et pourquoi est-ce qu'elle est intéressante et importante pour les peintres? Eh bien parce qu'en fait, elle nous permet de séparer les couleurs déjà par leur teinte. Et c'est ce qu'on apprend quand on est petit enfant, hein. On apprend l'arc-en-ciel rouge, orange, jaune, etc. Ensuite, la chose à laquelle on ne pense pas forcément, c'est que les couleurs vont avoir différentes valeurs. Alors bien sûr, si je mélange du noir à mon rouge, il va devenir plus foncé. C'est évident, ça va se passer avec toutes les couleurs. Mais en même temps, ce qui est très intéressant à observer, c'est que les couleurs déjà à l'état pur, comme elles sont là à l'extérieur du cercle, hein, au maximum de leur saturation, elles ont déjà des valeurs différentes. Le jaune est toujours la couleur la plus claire. Donc, par opposé par exemple au bleu-violet, qui est quand même assez foncé comme vous le voyez. Et si vous faites la transformation image noir et blanc, comme on l'a vu dans la leçon numéro 1, c'est exactement ce que vous allez voir, une différence de valeur entre ces couleurs à l'état saturation maximale. Alors, bien sûr, très intéressant de regarder ça, parce que ça devient assez évident pourquoi on aime certaines combinaisons. Par exemple, on aime bien un champ vert, de l'herbe verte, avec des fleurs jaunes, des dents de lion. C'est la saison des dents de lion maintenant. Magnifique, quand on a plein de jaune sur du vert. Eh bien sûr, on aime les différences de couleurs, mais on aime aussi les différences de valeurs. Donc on aime le fait que ce soit des teintes différentes, mais aussi des valeurs différentes. L'autre chose que la roue des couleurs nous apprend, c'est que on a des couleurs qui sont à l'opposé. Et elle est construite de cette façon-là. Je vais parler dans la prochaine leçon de comment fonctionne l'œil pour percevoir les couleurs et pourquoi est-ce qu'il y a une certaine séquence, une certaine logique dans ces couleurs-là. Mais l'application pratique de cette roue de couleurs, c'est que à l'opposé se trouvent les couleurs complémentaires. Donc c'est pour ça que cet outil, je le trouve vraiment très utile et on va l'utiliser aussi plus loin dans ce cours. Eh bien, vous n'avez pas besoin de se casser la tête, regardez simplement jaune, violet, bleu, orange, rouge, vert, hein, les couleurs de Noël. C'est pas un hasard qu'on a rouge et vert à Noël. Et peut-être des combinaisons un peu moins évidentes comme le rouge, violet et le jaune, vert. Mais voilà, ce sont des couleurs complémentaires. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien, simplement pour vous dire que les couleurs complémentaires, c'est ce que l'œil va aimer. Parce qu'une des questions qui nous intéresse en tant que peintre, c'est qu'est-ce qui va rendre un tableau, une peinture intéressante? Eh bien, ce sont souvent des combinaisons comme ça. C'est pas toujours 100% le cas, mais c'est une bonne base, c'est un bon début, si vous ne savez pas par où démarrer, de commencer comme ça. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cet outil, on ne va pas regarder tout ça actuellement, c'est vraiment beaucoup. Mais je veux juste vous rajouter encore une 4e partie pour décrire les couleurs. Et j'ai dit au début que ça manquait, à mon avis, pour décrire une couleur vraiment de façon exacte. Et c'est la température. Pourquoi la température est importante, à mon avis? Parce que même dans un rouge, je prends ici l'exemple de mes 3 rouges, on peut avoir une température de couleur différente. Alors bien sûr, quand on regarde ce cercle, ces trous, c'est clair que le bleu c'est une couleur froide, le rouge une couleur plutôt associée au chaud, rouge, orange, jaune, etc. Mais quand on regarde à l'intérieur du rouge, on peut très bien mélanger un rouge vraiment très chaud, comme celui-ci, un rouge orangé, un rouge à peu près neutre et un rouge qui est un peu plus froid, qui contient peut-être un peu plus de bleu. Même chose pour le jaune. Je ne sais pas si ça va passer vraiment bien dans
avec, à travers la caméra. Mais ici, un jaune plus chaud qui tire plus vers l'orangé. Et ici, un jaune qui tire plus vers le vert ou vers le bleu même. Donc un rouge plus froid. Et ça, c'est vraiment ça qui va faire la différence dans un tableau. C'est cette maîtrise aussi de la température des couleurs. Très important, et on va en parler plus loin, c'est dans la partie éclairée et dans la partie des ombres. Il faut vraiment maîtriser cette notion de température, et la source de lumière qu'on a va dicter est-ce qu'on a des couleurs chaudes ou froides à la lumière ou à l'ombre. Je ne vais pas aller plus loin pour l'instant parce que ça devient très vite très compliqué, et je veux vraiment rester sur cette approche-là, sur cette partie théorique pour aujourd'hui, pour ne pas vous embrouiller. Et j'espère que c'est clair, et ne vous inquiétez pas si c'est pas tout à fait clair. On va travailler beaucoup sur cet aspect-là et appliquer ça. Donc, avec ça, je vous invite de passer à la partie pratique et d'appliquer les couleurs sur notre tableau. Pour notre exercice pratique, on va rajouter des couleurs aujourd'hui à notre image. On va utiliser le cercle des couleurs que j'ai présenté dans la partie théorique, et je vais vous expliquer mon choix de couleurs. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser deux couleurs presque opposées, presque complémentaires, du bleu et du jaune-orange. Et une va être dans la température froide, le bleu, et le jaune-orange va être dans la température chaude. Et ça va donner vraiment du contraste et de l'intérêt à notre image. Donc, plus spécifiquement, je vais prendre du jaune ocre pour la peinture chaude, teinte chaude, et du bleu outre-mer pour la teinte bleue froide. Et du blanc également aussi pour mélanger ces peintures. Alors voilà à quoi ressemble ma palette. C'est simplement une feuille de papier de cuisson que j'ai mis sur une planche en plastique, et là mes trois couleurs, vous voyez, jaune ocre, blanc et bleu outre-mer. Et pour les pinceaux, je vais utiliser deux pinceaux aujourd'hui, un très large à fibre naturelle qui est assez usé, et j'aime bien la texture que ça donne, et l'autre pinceau rond, arrondi, poil synthétique, qui est beaucoup plus précis pour appliquer la peinture. Je vais aussi utiliser deux couteaux à palette, je ne sais pas encore lequel, je vais utiliser peut-être les deux, peut-être un. Je vais montrer la façon dont ça peut être appliqué, surtout pour la partie de l'eau. Voilà, ça c'est pour le matériel. Et maintenant, on va démarrer. Regardons notre image. Et ce que je vais faire, ce que je vous propose de faire, c'est de rajouter du jaune chaud dans cette partie ciel-là. Parce que souvent, le ciel est éclairé, plus clair et plus jaunâtre et plus verdâtre au niveau de l'horizon. Et le bleu, on va le rajouter sur l'eau, et on va aussi le rajouter sur les montagnes pour donner une harmonie à l'image. Donc je propose de commencer avec le ciel. Et là, je ne sais pas si vous arrivez à voir sur l'image, j'ai un petit peu d'eau que j'ai sprayé avec ma bouteille d'eau, parce que j'aime bien diluer mes peintures, travailler de façon assez liquide. Surtout sur papier, il n'y a vraiment pas de risque. Alors, un point que je veux montrer aussi par rapport à la peinture, vous voyez ici le petit symbole, un carré noir à côté du nom de la peinture, de la couleur. Ça veut dire que cette peinture est complètement opaque. Et la peinture bleue a un carré moitié. Et ça veut dire que c'est une peinture qui est semi-opaque. Donc en fait,
il faut en tenir compte pour l'application parce que une va transparaître un petit peu, laisser transparaître ce qu'il y a derrière. Et c'est notre cas, nous avons déjà une image en noir dessous et celle-ci va couvrir complètement notre image. Si on l'utilise à l'état non dilué, dans mon cas je rajoute de l'eau donc c'est moins important, mais ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder avant de choisir vos tubes. Donc peut-être un petit peu plus d'eau pour pouvoir faire des gestes assez larges. Voilà. Et moi je préfère aller plutôt par petites couches, succession de couches plutôt que de faire un gros pâté tout de suite. Et en fait je vais même mouiller un peu mon papier pour aider à un effet plus naturel. Ça va aussi éviter, le fait de mouiller votre surface va éviter d'avoir des marques, des lignes trop prononcées, ce qui est souvent ce qu'on veut éviter avec le ciel. Pas forcément toujours le cas, mais pour le ciel je trouve que c'est bien d'éviter des marques très prononcées. Maintenant on peut incliner un petit peu notre... J'utilise beaucoup mes doigts parce que je vois ce qui se passe et je veux vraiment éviter ces contours durs. Donc je vais continuer avec un petit peu d'eau. Et maintenant, je vais laisser sécher. Voici, après séchage, le résultat. Alors, la raison pour laquelle j'ai séché vite, rapidement ces cheveux, c'est parce que je ne veux pas que mon jaune se mélange à mon bleu, ce qui va donner du vert. Autrement, si c'est des couleurs qu'on peut laisser se mélanger ou qu'on veut se laisser mélanger, on peut très bien procéder tout de suite. Mon bleu maintenant, ultramarine, c'est un pigment vraiment très intense, une peinture qui est très saturée en pigment et je veux vraiment procéder avec modération pour ne pas y aller de façon trop extrême. Je vais aussi diluer cette peinture, ce mélange, parce que je veux bénéficier de ma première couche qui a été faite avec la peinture noire et je veux laisser transparaître cette teinte là aussi. Alors assez léger ici, vous voyez le mélange que j'ai fait et je vais utiliser cette couleur là. Je vais également préparer une lingette au cas où j'applique trop. Je vais utiliser cette teinte pour cette montagne qui est plus en distance. Parce que ce qui est plus distant de nous est plus laiteux, hein, moins intense en couleur, plus clair. En tout cas pas forcément plus clair, mais plus laiteux. Vraiment, c'est cet aspect qui est créé par l'atmosphère, par la distance. Et là, je vais vraiment utiliser cette lingette pour étaler un petit peu ma peinture et pour laisser transparaître cette peinture noire qu'on avait mise auparavant. Parce que j'aime bien cet effet de combiner les deux couches. Voilà. Quelque chose comme ça. Et en fait, plus on gratte, plus on frotte, plus on va enlever de la peinture de la première, souvent aussi de la deuxième couche. Donc il faut y aller un petit peu gentiment. Mais c'est pas mal, on voit l'effet que je voulais atteindre est là. Maintenant, plus de bleu. Je pense que je vais enlever cette peinture qui est très riche en blanc. Je vais prendre du bleu plus foncé vraiment.
Alors je pourrais rajouter du noir ici bien sûr pour assombrir mon bleu, mais je vais essayer vraiment de procéder avec de la peinture bleue et de jouer sur le fait que j'ai déjà une couche de noir sans rajouter plus. Donc on va vraiment diluer pas mal. Alors si vous faites de l'aquarelle, c'est aussi bien sûr quelque chose que vous pouvez utiliser comme technique. La seule petite complication que vous avez en aquarelle, c'est que votre couche de noir va bouger, va se diluer avec de l'eau. Et dans le cas de l'acrylique, la première couche, elle ne bouge pas parce que c'est un polymère qui ne va plus être dilué par l'eau. Donc, si vous faites ça, décidez de peut-être faire un mélange bleu-noir tout de suite et ne pas procéder en 2 couches comme ici. Ou alors vraiment y aller de façon très gentiment pour ne pas diluer votre couche d'en bas. Mais des fois, ça donne aussi de jolis effets, donc il faut vraiment expérimenter. Cette technique-là que je montre fonctionne bien pour l'acrylique, pour l'huile, pour la gouache, pour aussi certains types de pinceaux qui sont comme les pinceaux Derwent qui deviennent permanents après séchage. Et l'acrylique est un bon médium pour faire des essais et des croquis parce que ça sèche très vite et on peut travailler vraiment de façon successive très rapidement, donc c'est pour ça que j'aime bien. J'aime bien ce médium pour ce type d'application. Donc là, quand ça va sécher, je pense qu'on va vraiment voir très peu de bleu, mais c'est l'effet qu'on veut désirer, qu'on veut vraiment arriver à voir à la fin. Donc du noir superposé avec un tout petit peu de couleur. Voilà, je vais essayer d'enlever le blanc du papier. Et maintenant, on peut procéder avec l'eau et utiliser le reste de notre peinture. Je pense que je vais prendre le couteau le plus petit. Et là, je vais gratter simplement, déjà utiliser ce que j'ai ici. Le reste. L'avantage d'utiliser la même couleur, le même mélange qu'on a utilisé pour les montagnes, c'est qu'en fait, c'est logique, l'eau reflète ce qu'il y a derrière. Donc l'eau reflète la couleur qu'on a dans les montagnes et aussi le ciel. Et on va voir comment on va combiner décider de rajouter de l'ocre un petit peu à la fin pour vraiment montrer ce qui se passe avec la réflexion. Alors là, bien sûr, j'ai pris une image complètement imaginaire. Si vous avez une photo de référence, c'est même encore plus simple parce que vous n'avez qu'à suivre ce qui se passe sur la photo. Voilà. Et vous voyez l'avantage du couteau, c'est qu'on ne fait pas des choses qui sont un peu avec le pinceau qui sont pas très structurées. Avec le couteau, on est presque obligé de travailler de cette façon-là. Là, je vais prendre la partie la plus foncée de mon mélange. J'ai pas beaucoup de peinture, je vais probablement devoir en rajouter. Et je vais là travailler du côté où ma montagne est plus foncée. Parce que là, la réflexion sera plus foncée. Peut-être aller jusqu'au bout là, voilà. Alors, si on veut être vraiment très très précis, on peut bien sûr mettre un ruban adhésif au niveau de l'horizon. Et avoir une ligne super horizontale. Je ne me soucie pas trop de ça pour l'instant, je vais simplement m'amuser un petit peu avec mes couleurs et créer l'effet de l'eau. Peut-être un peu plus comme ça, plus large en bas. Des fois c'est un peu imprévisible ce qui se passe et c'est ok. Ça fait partie de l'expérimentation de la peinture. Et là vous voyez vraiment c'est sympa d'avoir cette couche du fond
qui transparaît et qui laisse, qui interagit avec cette peinture de deuxième couche. Je vais vraiment gratter là le reste de mon papier, récupérer tout ce que j'ai. Je ne vais pas en fait pas rajouter plus, je pense que j'ai assez. Et jouer sur cet effet-là de racler mon couteau sur la peinture. Alors je ne vais pas tout couvrir non plus, c'est pas le but. Comme j'ai dit, on va vraiment jouer avec ces deux couches. Et en fait, je pense que pour cette étape-là, je vais m'arrêter là. Je vais laisser sécher. Et revenir à l'image un peu plus tard pour évaluer ce que je veux faire. Pour la dernière étape de cet exercice pratique, on va continuer à regarder, observer l'image et rajouter un peu plus de couleur. Là, je viens d'humidifier le papier. Le haut du ciel et j'applique avec mon pinceau du bleu outre-mer vraiment très très dilué. Alors là, il n'y a pas de blanc, ce n'est que de la peinture. Et vous allez voir, vous voyez déjà que l'effet est vraiment très transparent, très translucide. Le fait de mouiller le papier va permettre à la peinture de s'écouler vraiment de façon libre et ça va donner un effet naturel au ciel. Et là, je procède simplement par couches successives. Je rajoute un peu plus de pigment pour voir si c'est assez foncé ou pas. Et bien sûr, on veut que ce soit plus foncé en haut du ciel parce que c'est là que les couleurs sont plus saturées, plus foncées et elles sont en général plus claires à l'horizon. Maintenant, je vais mélanger de l'ocre, rajouter un petit peu d'eau. Je prends mon couteau palette avec un petit peu de blanc. Alors ma peinture est un petit peu séchée entre les deux étapes. Donc je travaille avec mon couteau à palette pour étaler la peinture et faire mon mélange. Et je vais appliquer des reflets d'ocre dans l'eau. Et vous voyez en fait que la même couleur, je l'utilise, comme j'ai déjà dit pour le bleu aussi, dans le ciel et dans l'eau. Deux raisons pour cela. La première, c'est que, eh bien, comme j'ai déjà dit, l'eau reflète le ciel. Et d'une certaine façon, le ciel aussi reflète les couleurs qu'il y a sur la terre, mais aussi pour une raison simplement esthétique, c'est que l'image sera plus harmonieuse si vous avez les peintures qui se retrouvent en haut et en bas dans le ciel et dans votre avant-plan ou plan du milieu. Bien sûr, c'est le cas du paysage, mais ça sera aussi le cas de beaucoup d'autres types de peintures comme nature morte, etc. On va aussi le voir plus tard, mais bien sûr, pour le paysage, c'est surtout le ciel et l'avant-plan, la terre ou l'eau, suivant ce que vous avez choisi comme sujet. Donc là, je procède simplement par petites couches de peinture et j'ai vraiment pas beaucoup de peinture sur le couteau. Et j'étale, je gratte pour simplement, je suis un petit peu mon instinct, mais aussi l'œil pour voir où est-ce qu'on veut avoir ces reflets. Et là, on a aussi le gris du papier de la toute première couche qui transparaît, donc c'est pas mal, je le laisse à certains endroits. Et à d'autres endroits, je rajoute ce jaune ocre. Et bien sûr, ce mélange blanc de titane avec jaune ocre est complètement opaque, parce que les deux couleurs sont opaques.
j'ai décidé de rajouter plus de foncé en haut du ciel, parce que comme j'ai dit, le ciel est plus foncé. Ça va aussi rajouter plus de dynamisme à l'image. Donc je procède simplement par couches successives en rajoutant avec des mouvements assez larges. J'aurais pu prendre un pinceau encore plus large, mais voilà, j'ai utilisé celui-là qui va aussi très bien. Mais on peut très bien, pour ces grandes lignes, utiliser un pinceau qui est beaucoup plus large. Et là, comme j'ai une peinture qui est très fluide, en rajoutant de l'eau, vous voyez, je peux vraiment jouer sur cet effet de couler et donner en fait un aspect très naturel au ciel. Ça, c'est une technique qui fonctionne bien quand on veut vraiment avoir quelque chose qui a l'air moins fait par l'homme, moins dessiné ou peint, et plus organique, plus naturel. Donc l'eau, le ciel, vous voyez, cette technique fonctionne très très bien. Ça donne vraiment un aspect très naturel. Et voici le résultat fini une fois que la peinture a séché. Je veux maintenant enlever le ruban adhésif pour regarder l'image au complet. Et ce sera tout pour aujourd'hui. On va continuer à travailler avec cette image en appliquant d'autres principes que nous allons apprendre dans ce cours. Mais pour l'instant, on va s'arrêter là. Donc, une petite astuce pour enlever le ruban adhésif, c'est d'utiliser un sèche-cheveux. Parce que quand la colle est chaude, elle se décolle beaucoup plus facilement sans arracher le papier. Alors, ça va faire un peu de bruit. Je vais vous montrer. Et voici l'image finale. Juste pour résumer, pour pouvoir faire cette image, nous avons appliqué 3 principes différents. L'échelle des valeurs, que nous avons vu dans la leçon numéro 1. Vous voyez qu'on a du foncé et du clair, une gamme dans cette échelle de valeurs. C'était la leçon numéro 1. Nous avons appliqué la règle des tiers pour partager l'espace de notre feuille. Et finalement, dans cette dernière leçon, nous avons utilisé des couleurs complémentaires et également joué sur la température des couleurs chaudes et froides. Donc, comme vous voyez, même dans un petit croquis comme ça qui a l'air très simple, il y a déjà pas mal de principes à savoir et à appliquer. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. À la prochaine.